Le laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoir Afrique Diaspora, l'ASPAD et OSIWA, Open Society Initiative for West Africa, vous présente le projet Face Feminist Alternative for Post-COVID-19 Engagement. Le projet FACE, Feminist Alternatives for Post-COVID-19 Engagement, est coordonné par le laboratoire LASPAD dirigé par la professeure Mampendaba. FACE a pour objectif de documenter, d'analyser les approches de genre sur comment les femmes se sont organisées pour s'intégrer et être des facteurs de résilience en mettant à la disposition des communautés leur capacité de réponse par rapport à la Covid-19. Le projet FACE est la mise en œuvre d'une hypothèse forte des universitaires, prospectivistes et des chercheurs d'une manière générale, selon laquelle la catastrophe et l'incertitude risquent d'être notre régime commun pour les siècles à venir. Les sociétés du monde, et plus particulièrement les sociétés vulnérables, vont devoir gérer l'arrivée inattendue, soudaine et brusque d'événements importants à envergure potentiellement mondiale. Mais dans tous les cas, cette notion de catastrophe et son incertitude qui était assez exceptionnelle vont passer au stade de phénomènes réguliers. Le prétexte de la pandémie liée à la Covid-19 a donc été pris pour commencer à réfléchir à la manière dont les sociétés devraient se préparer à non seulement anticiper, mais à gérer sous le mode de l'urgence et de l'efficacité, voire même de l'efficience, les catastrophes à venir. L'idée, c'était vraiment de prendre prétexte de la pandémie de la Covid-19 pour voir de quelle manière est-ce que les réponses, d'une manière générale, publiques et formelles, prenaient en charge ou pas, ou dans quelle mesure, des catégories spécifiques qui nous intéressent particulièrement, à savoir les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes qui en général cumulent divers types de vulnérabilité. Nous essayons aussi de voir et de comprendre comment ces catégories elles-mêmes ont réagi face à la pandémie, parce que ce sont aussi des acteurs qui ont une agentivité, qui ont des marges de manœuvre, qui proposent des réponses elles-mêmes face à ce genre de situation. Donc, c'est cet équilibre et cette double perspective qui nous a intéressés dans ce projet FACE. Et FACE, avec cet acronyme, nous avons voulu jouer sur deux choses. FACE, c'est vraiment aussi montrer les visages, littéralement les faces, et donc rendre visibles littéralement celles en particulier et ceux qui ne le sont pas face à la catastrophe. Donc c'est rendre visible, c'est montrer le visage et les expériences de catégories qui sont invisibilisées. Mais FACE, c'est aussi, encore une fois, regarder et montrer les types, encore une fois, d'agentivité ou d'agentivité de ces acteurs-là qui ne sont pas dépourvus de marge de manœuvre, et c'est de voir comment ces catégories répondent face à la catastrophe et dans quelle mesure ces réponses peuvent être mobilisées dans le cadre de politiques publiques, par exemple. En effet, l'idée est de pousser les politiques publiques à être très subtiles et à aller chercher les personnes qui en ont besoin et qui font partie des invisibles, car ceux qui multiplient les déficits ont très peu de chances d'être pris en charge. Plusieurs questions restent posées, notamment est-ce que les besoins des femmes ont été pris en compte au niveau décisionnaire ? A-t-on pris le soin d'évaluer les besoins des personnes âgées femmes vis-à-vis des personnes âgées hommes ? Le modèle sénégalais ayant pris en référence le modèle français universaliste dans la gestion de la crise liée à la Covid-19 avec de très grandes catégories, comment s'assure-t-on qu'on n'oublie pas ceux qui en ont vraiment besoin ? Pourquoi une perspective féministe plutôt qu'une perspective classique de genre ? Parce que nous avons voulu aller plus loin. Et je pense que les théories, les méthodologies et les questions que pose le féminisme sont plus radicales que celles que se pose l'approche genre d'une manière générale. Évidemment, il y a du genre dans le féminisme, très, très clairement. Ce que nous rajoutons dans cette approche féministe, c'est précisément une approche, en particulier cette approche intersectionnelle, qui considère que la catégorie femme ou la catégorie groupe vulnérable ou la catégorie personne marginale est encore trop vaste et qu'il faut la désagréger, qu'il faut la déconstruire et regarder concrètement ce qui se passe. Parce que parmi les marginaux et les marginalisés, certains le sont encore plus. Et ce sont ceux et celles qui cumulent
un faisceau de vulnérabilité, en particulier lorsque vous êtes femme, lorsque vous êtes dans le secteur informel, lorsque vous n'avez pas accès à une protection sociale et que vous êtes une personne handicapée et que, en plus de cela, vous êtes une personne âgée, vous êtes en train de cumuler, de croiser des vulnérabilités qui non seulement se renforcent et vous maintiennent dans précisément ce que je disais tout à l'heure, cette forme de subalternité qui vous rend littéralement invisible à l'action des décideurs. Et ce que nous voulons faire, c'est vraiment centrer, mettre sous la lumière ces populations-là qui ont vraiment toutes les chances d'être invisibles, y compris à l'œil du décideur le mieux intentionné. Nous considérons qu'il y a eu beaucoup de mesures et plutôt de bonnes mesures par rapport à différentes catégories d'acteurs, pas toutes les catégories. Je pense par exemple aux migrants et aux migrantes, et on sait que les migrants et les migrantes ont particulièrement souffert des différents impacts de la Covid. Comment est-ce qu'on s'assure que ces migrants qui n'avaient pas de travail déjà, mais qui n'ont pas eu accès aux politiques de redistribution qui ont été mises en place, que ce soit au niveau communautaire ou au niveau national, comment est-ce que ces populations de migrants et de migrantes, encore une fois, parmi eux, on essaie de les intégrer dans les mesures qui vont être prises. Et on regarde aussi comment ces populations, pendant cette période qui a été relativement longue, c'est à peu près 1 an et demi, comment est-ce que littéralement elles ont bricolé leur survie. Parce qu'il y a dans ce bricolage des formes d'ingénierie, littéralement sociale, qui peuvent aussi faire sens. Et nous pouvons et nous devons documenter ces réponses-là. La gestion des risques liés aux catastrophes vise surtout à réduire la vulnérabilité aux risques à tous les niveaux en élaborant et en renforçant les procédures et les capacités qui améliorent la résilience globale d'une société. Les catastrophes et le développement sont étroitement liés car les catastrophes peuvent aussi bien détruire des initiatives de développement que créer des occasions de développement. En identifiant et en décrivant les conséquences de ces catastrophes sur notre société et son économie, on obtient des données qui peuvent permettre, en cas de résurgence, d'une part, de prévenir ces catastrophes et de mettre en place, d'actionner ou de renforcer les réponses communautaires, d'autre part, d'insérer la gestion des catastrophes dans les politiques publiques à travers la réflexion autour et le développement de plans d'opération d'urgence. De l'approche communautaire, dont l'approche féministe au volontariat et à l'éducation des jeunes, de la prise en compte du secteur informel qui regroupe une grande partie de la population active au Sénégal à la gouvernance, toutes ces perspectives témoignent de la nécessité de documenter, de former et d'inculquer des connaissances et capacités en vue de constituer des réponses efficaces aux catastrophes à venir. Le projet FACE cherche encore une fois à documenter des choses qui sont sous-documentées, à révéler, à mettre au jour et à rendre donc visibles des situations, des expériences qui en général ne sont pas documentées. Et la production de connaissances est vraiment déjà une étape absolument importante dans cette discussion. Donc ce que nous cherchons à faire, c'est déjà aller voir, aller regarder ceux et celles qui ont été, disons, oubliés dans la réponse globale. La réponse globale a pris, encore une fois, des catégories très vastes, les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les personnes vulnérables, etc. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de regarder des catégories particulières. Nous avons travaillé, comme vous le rappeliez, auprès des personnes au niveau du secteur informel et dans le secteur informel qui est extrêmement général parce que vous avez 80% de la population quand même qui évolue dans le secteur informel. Nous nous sommes intéressés en particulier au personnel de maison, ce qu'on appelle classiquement les domestiques au Sénégal, et nous avons essayé de voir quel a été l'impact de la Covid, quel a été l'impact des mesures de réduction de la mobilité, etc. sur ces populations. Beaucoup ont perdu leur travail.
travail, d'autres ont été contraintes de rester dans les domiciles de leur employeur. Il s'en est suivi pour certaines des situations de violence basée sur le genre, de violence à la fois physique mais aussi de harcèlement, des sortes de stigmatisation puisqu'on considérait pour celles qui faisaient l'aller-retour qu'elles étaient potentiellement porteurs du virus. Donc ça, c'est vraiment des personnes sur qui on ne travaille pas suffisamment régulièrement et nous avons donc fait ce travail. Nous avons regardé les marchands ambulants, comment ils ont vécu dans cette période et comment ils et elles d'ailleurs ont réagi face à la fermeture des espaces publics, à l'arrêt des transports publics, etc. Et là aussi, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons, et comme les autres documentaires vont le montrer, nous avons toujours des groupes extraordinairement créatifs et inventifs qui, au jour le jour, font face à des situations complexes, mais qui trouvent toujours, à défaut de solutions durables, des réponses ponctuelles qui leur permettent d'assurer au moins leur survie. Donc, c'était ça le travail, c'est aller regarder du côté des populations migrantes, aller regarder du côté des domestiques, du secteur informel, aller regarder dans le monde rural. Nous avons été à Manka, Koulibantan, très loin des grandes villes. Nous avons aussi été dans les universités, regarder les populations, les étudiants qui ne sont pas sénégalaises et qui n'ont pas pu rentrer dans leur domicile. Nous avons essayé vraiment de regarder là où les autres ne le faisaient pas, avec encore une fois cette approche féministe qui dépasse, j'espère que vous l'avez senti dans mes propos, qui dépasse la seule alternative homme-femme. Dans l'ambition du féminisme, il y a aussi cette ambition d'une émancipation de tous en général. C'est un projet évidemment centré sur la libéralisation et l'émancipation des femmes, mais il y a quelque chose aussi autour de toutes ces catégories, encore une fois, qui cumulent des vulnérabilités qui sont l'objet de l'attention de l'approche féministe. Pendant la pandémie, beaucoup de mesures ont été adoptées par le gouvernement, mais certaines ont été jugées insuffisantes, parfois incohérentes et en inadéquation avec les réels besoins des populations. Quelle approche doit-on donc avoir pour que la bonne information, qui prend en compte toutes les composantes de la société dans leurs particularités, parte du niveau local au niveau national ? Ou tout simplement, comment du bas peut-on s'organiser afin de se faire entendre par le haut qui prend les décisions ? Nous avons au Sénégal une décentralisation qui nous permet de prendre des décisions au niveau très local, au niveau municipal, ensuite au niveau départemental qui est beaucoup plus large et ensuite au niveau national. Je pense que c'est très important que le niveau local, et je pense en particulier aux communes, aux départements et à l'administration déconcentrée, ce sont les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, qui ont une très bonne connaissance d'une manière générale, à la fois des organisations, des ONG qui travaillent, des associations de la société civile, mais aussi de toutes ces organisations communautaires de base, qui connaissent cette fois-ci la situation réelle, littéralement, de chaque habitant du quartier. Et c'est pourquoi on a travaillé avec les Badiane de Gox. Je pense que c'est très important qu'il y ait une sorte de remontée à partir de ce niveau organisation communautaire de base, de ce niveau très local, voire même micro-local d'abord, qui est une remontée des informations jusqu'au niveau national. Le niveau national est obligé de travailler de manière macro et donc par grandes tranches de catégories de population. La finesse, la nuance, la différenciation doit se faire au niveau local. C'est là où on sait vraiment qui a besoin de quoi, qui est dans le besoin et comment précisément faire intervenir et littéralement donner la parole à ces populations. Parce que l'autre caractéristique d'un groupe marginalisé, c'est que c'est un groupe qui est exclu de l'espace public. Et l'espace public, c'est l'espace de la prise de parole. Et donc, c'est très important, moi je pense, que les communes fassent ce travail, encore une fois, d'inclusion, de participation, je dirais même au-delà de la participation, de délibération. Il est très important qu'on ait des mécanismes et c'est extrêmement important parce qu'il s'agit tout simplement de vivre une sorte de démocratie réelle
qui est très différente de notre démocratie très électorale, où on fait beaucoup de bruit quand il y a des élections, alors qu'en période d'urgence, c'est là où précisément les mécanismes de la démocratie doivent nous permettre de prendre les meilleures décisions pour le plus grand nombre de personnes. Et donc je pense qu'avoir une approche multiniveau et une efficacité dans le passage de l'information entre niveaux, que le niveau municipal donne l'information au niveau départemental, qui le donne au niveau national, et donc je pense aussi à l'Assemblée nationale, c'est quelque chose d'extrêmement important, plutôt qu'une sorte de chasse gardée de la gouvernance, de la prise de décision uniquement à un niveau central. Aussi efficace soit-il, il marginalisera forcément ces catégories-là. Je pense que ça, c'est une des leçons et donc de manière très claire, la connexion avec une démocratie efficace dans ses mécanismes, c'est-à-dire dans sa capacité à devenir une démocratie délibérative, c'est vraiment une des leçons majeures que nous apporte la COVID-19. Le risque pour les sociétés au niveau mondial, c'est de sortir d'une catastrophe et de retomber dans une autre. Quelles leçons tirons-nous et quels comportements devrons-nous adopter afin de faire face efficacement aux prochaines crises, sachant que nous entrons dans une ère où cela va arriver plus souvent, que ce soit sur le plan sécuritaire, alimentaire, sanitaire, économique, politique ou autre. Les sociétés, et nos sociétés en particulier, ont une tendance très très rapide à l'oubli. Nous ne documentons pas suffisamment et il n'y a pas une sorte d'apprentissage des expériences, y compris les expériences récentes, qui nous permettraient d'améliorer substantiellement les mesures nouvelles à prendre. Je pense que c'est très important de ne pas considérer que la Covid est derrière nous et donc de revenir à notre état antérieur, littéralement d'inefficacité, mais de voir maintenant et de poser toutes les questions aussi à partir de ce que nous avons été capables de faire durant cette Covid, que ce soit en termes d'engagement et de volontariat des jeunes, que ce soit en termes d'engagement des universitaires, de mobilisation, d'une intelligence collective et de voir maintenant dans tout ce qui va se passer, comment est-ce que nous allons faire ça. Je pense que la Covid nous apprend aussi de manière très importante à être constamment dans une approche anticipatrice et une approche prospective des difficultés, penser aujourd'hui, mais penser aussi toujours que demain peut être porteur d'incertitudes et de catastrophes et être déjà prêt à accueillir la catastrophe, à être donc des sociétés, comme disent les anglo-saxons, responsive, sociétés apprenantes, résilientes et intelligentes, je dirais.